J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui plus est une vidéo assez particulière. Alors prenez vos popcorn, votre meilleure boisson, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Alors pour le cas d'aujourd'hui, nous allons parler de Timothy Jones Jr. Timothy était le père de 5 jeunes enfants et clairement pas quelqu'un de bien. Il n'était ni un bon père, mais il était également manipulateur et très violent. C'était une personne qui ne se souciait absolument pas du bien-être de quiconque autour de lui, mais y compris de ses enfants. La seule personne qui l'intéressait, c'était lui. Et à cause de tous ces mauvais traits de caractère, une tragédie s'est produite. Avant de commencer, j'ai besoin de vous avertir que dans cette vidéo, nous allons parler de violences domestiques, de maltraitance infantile et de meurtre. Timothy Jr. est né en 1982 et il a grandi dans le Mississippi avant de déménager plus tard à Lexington, en Caroline du Sud. Timothy a eu une enfance très troublée, avec une histoire familiale très compliquée. Il y a 3 personnes clés dans l'éducation de Timothy. C'est le père, sa mère et sa grand-mère. Juste pour petite information, le père de Timothy s'appelle également Timothy. Pour les différencier, j'ai donc décidé de les appeler Timothy Senior et Timothy Junior pour le fils. Tous les 3 ont également eu une enfance très troublée. Alors nous allons commencer par la grand-mère, dont son nom était Roberta. Très jeune, elle a souffert d'abus sexuels très traumatisants par son propre beau-père, qui l'a violée à plusieurs reprises jusqu'à l'âge de 12 ans. Passons au père de Timothy, Timothy Senior. Donc de toute évidence, Timothy Senior est né du viol de sa maman Roberta. Timothy Senior a été forcé de vivre avec cet homme violent pendant les 5 premières années de sa vie. Sa mère a réussi à s'échapper à 17 ans, et même après cela, ce n'était pas facile pour leur famille, parce que Roberta buvait beaucoup et était sujette à des explosions de violence, et donc Timothy a vu sa mère être physiquement violente envers son nouveau mari. Maintenant, passons à la mère de Timothy Jr., Cynthia. Elle a été agressée sexuellement par son propre père, et quand elle a eu 16 ans, elle et Timothy Sr. ont tous les deux abandonné l'école et se sont mariés. Cynthia est rapidement tombée enceinte et a donné naissance à Timothy Jr., dont je vais vous parler dans ce récit. Tous ces abus ont affecté la vie de Timothy Jr. Et immédiatement, après sa naissance, tout a commencé. Le comportement de Cynthia, sa mère, envers son fils est très étrange. Si Timothy était bouleversé, elle le laissait pleurer et le laissait crier. Elle ne laissait personne le réconforter et pour l'empêcher de pleurer, elle le plongeait même dans des bains glacés. Mais c'est pas tout, il y avait aussi beaucoup d'autres comportements troublants. Elle était obsédée par le fait que son enfant devienne obèse, au point qu'après chaque repas, elle lui donnait des laxatifs. Puis un jour, Cynthia a pris son bébé Timothy Jr. et a disparu pendant des mois. Le père de Timothy a réussi à les retrouver et à la suite de cette situation, Timothy Sr. a gagné la garde exclusive de leur enfant. Après cet incident, Cynthia a été diagnostiquée schizophrène et elle a été placée dans une institution pour suivre un traitement et elle a été détenue pendant plusieurs années. Dès son hospitalisation, Timothy Jr. a été élevé par son propre père et il faudra en fait 20 ans avant que Timothy ne revoie sa mère. Donc Timothy Jr. et Timothy Senior vivent maintenant avec la grand-mère Roberta. Et malheureusement, encore une fois, les choses ne s'améliorent pas. Timothy Jr. a vu son propre père abuser de sa nouvelle épouse. Et il a également vu sa grand-mère abuser de son nouveau mari. L'abus est donc devenu normal pour lui. Il a été complètement normalisé dans sa vie. Et quand Timothy est entré dans son adolescence, il a commencé à expérimenter et à consommer des drogues. Timothy a toujours rêvé d'intégrer la marine. Mais son passage dans la marine a été de très courte durée car il a été exclu après seulement 6 semaines pour avoir été pris avec de la drogue. Un autre incident important, à l'âge de 18 ans, Timothy est allé en prison. Il était tombé dans une vie de crime parce qu'il avait volé quelques voitures et surtout parce qu'il avait violé des femmes. Pendant une partie de son emprisonnement, il a été forcé à rejoindre un camp d'entraînement très strict qui comprenait des exercices physiques extrêmes. Et prenez note de cela parce que ça va jouer un rôle très important dans le cas d'aujourd'hui. Passons maintenant en 2003. Timothy a actuellement 21 ans, il vient de sortir de prison et il pense qu'il est enfin temps de changer de vie. Et c'est à ce moment-là que Timothy trouve la religion. Il rejoint une église pentecôtiste qui a des croyances fondamentalistes chrétiennes. Il va également à l'université et il obtient un diplôme en génie informatique. Il se trouve un bon travail, qui paye d'ailleurs assez bien, et il rencontre également sa future femme, Amber. Et quelques semaines après leur rencontre, Timothy l'avait demandé en mariage. Le couple va rapidement avoir 5 enfants. Timothy trouve un nouveau travail et c'est là que toute la famille a déménagé au Mississippi en Caroline du Sud. Et au début, tout était parfait pour Amber. Timothy était un bon père, un bon mari
et il avait un bon travail. Mais ensuite, tout a commencé à changer. Il a commencé à imposer ses règles à Amber. Il lui a dit qu'elle devait être une épouse soumise, elle n'était plus autorisée à se maquiller, elle n'était plus autorisée à se couper les cheveux, elle n'était pas autorisée à porter de pantalon et elle devait rester à la maison. Elle devait faire tout ce que son mari voulait. Il l'avait prévenue que si elle sortait du cadre qui lui avait été fixé, il serait physiquement violent envers elle. Nous arrivons maintenant en 2011. Timothy a presque 30 ans et les 5 enfants ont entre 2 et 9 ans. C'est à ce moment que Timothy est signalé par ses voisins pour la première fois au département des services sociaux. Lors du premier contrôle, ils n'ont trouvé aucun signe ou toute preuve de violence physique envers les enfants. Mais ils ont remarqué que la maison était en désordre, c'était sale, dégoûtant et les enfants n'étaient pas propres. Ils ont donc décidé de faire un rapport en indiquant que les enfants souffraient de maltraitance et de négligence qui présentaient un risque substantiel de blessures physiques et à cause de ce rapport, la famille a dû suivre un soi-disant plan de sécurité. Il n'a jamais été suivi puisque personne n'est jamais revenu contrôler à leur domicile. On a pu apprendre quelques années plus tard que beaucoup d'appels venaient d'Amber pour violences domestiques. Après avoir reçu Timothy Jr. des menaces d'étranglement, de la découper en morceaux pour nourrir les cochons, puis il y a eu un autre incident qui a été vraiment terrifiant pour Amber, qui pensait qu'elle et ses enfants allaient mourir. Tout a commencé quand la famille était sortie faire du shopping et pendant qu'ils étaient sortis, Timothy et Amber avaient commencé à se disputer. Sur le chemin du retour avec les enfants assis à l'arrière du véhicule, ils prennent la route de chez eux, mais Timothy roule très vite, devient furieux et prend la nationale à contresens. Toute la famille est en panique, sauf Timothy qui a la vie de tous entre ses mains. Il fonce donc sur un national en contresens jusqu'au moment où un camion arrive en face d'eux. Il ne ralentit pas et continue dans sa direction, mais à la toute dernière seconde, Timothy revient sur le côté droit de la route. Ils étaient littéralement à quelques secondes d'un accident grave qui aurait tué tout le monde dans la voiture. Timothy devenait de plus en plus violent et instable. Nous arrivons maintenant à l'été 2012 et Amber à ce stade en avait juste assez. Après des années d'abus, après avoir été isolée de tout le monde, manipulée et forcée de donner sa vie à Timothy, elle a commencé une relation avec un voisin. Il n'a pas fallu longtemps à Timothy pour le découvrir. Il était furieux parce qu'évidemment, il s'attendait à ce qu'Amber soit cette femme servile et sans surprise, il a réagi d'une manière très extrême. Il a rassemblé toutes ses affaires, a pris avec lui les 5 enfants et il est retourné au Mississippi pour vivre plus près de sa famille. Il a donc laissé Amber en Caroline du Sud où il a fini par demander le divorce et a demandé la garde de ses enfants. Fin 2013, Timothy a gagné l'affaire et a obtenu cette garde. C'est à partir de là qu'une spirale descendante a commencé, ce qui a conduit directement aux événements tragiques de l'affaire d'aujourd'hui. Après avoir obtenu la garde de ses 5 enfants, Timothy retourne dans la caravane à Lexington, en Caroline du Sud, là où les enfants sont nés. Les 5 enfants étaient Mera, âgée de 8 ans, Elias, 7 ans, Nathan, 6 ans, Gabriel, 2 ans et Hélène, 1 an. Timothy utilise donc des babysitters pour s'occuper des enfants, parce que je pense qu'il s'est vite rendu compte de la quantité de travail qu'Amber faisait réellement, et c'est là que le comportement de Timothy s'est aggravé. Il devenait de plus en plus instable et il était également devenu physiquement violent envers les enfants. Amber n'étant plus là pour s'en servir comme punching ball, c'est donc ses enfants qui allaient devoir subir ces accès de colère. Il les a donc obligés à se tenir debout sur la pointe des pieds pendant des heures. Il faisait faire aux enfants des centaines de squats, des centaines de pompes, et si Timothy n'était pas satisfait ou si les enfants n'avaient pas retenu la leçon, il aurait recours à la violence physique. Ce qui est clairement à ce stade de la maltraitance et de la négligence extrême envers des mineurs. Et tout cela a vite été remarqué. Tout cela a vite été remarqué par les enseignants qui ont vu des ecchymoses. Et lorsqu'il était demandé aux enfants comment ils s'étaient fait ça, ils répondaient ouvertement que ça venait de leur père. Les babysitters étaient également au courant des sévices qu'ils devaient régulièrement subir, puisqu'on a pu apprendre qu'ils nourrissaient les enfants en cachette de leur père. Et pourtant, encore une fois, aucun rapport n'a été fait auprès des services sociaux. Et encore pire, un travailleur social de l'école où étaient scolarisés les enfants a vu de ses propres yeux des ecchymoses. Mais l'affaire a été classée et rien n'a été fait. En tout, il y a eu 12 appels, soit 12 opportunités pour le département des services sociaux d'intervenir. Mais en août 2014, un autre appel est passé aux services sociaux. Cet appel a signalé qu'il y avait eu des abus physiques envers les enfants. Une assistante sociale est allée à leur maison et a vu que l'un des enfants avait une coupure au-dessus de son œil. Et quand Timothy a été interrogé sur la façon dont l'enfant avait reçu cette coupure, il a tout simplement répondu qu'il s'était cogné sur une poignée de porte. Mais non, la conclusion une nouvelle fois du rapport dit que le papa semble être dépassé car il était incapable de maintenir la maison. Mais les enfants
semblaient être soignés. Le 28 août 2014, Timothy a trouvé son fils de 6 ans en train de jouer avec une prise électrique. Pardon, mais je dois souligner qu'à ce moment, tous les enfants, ils avaient exprimé qu'ils voulaient vivre avec leur maman. Timothy était indigné. Comment les enfants ont-ils pu oser vouloir vivre avec leur mère? Et il a en fait commencé à croire que les enfants conspiraient pour le faire tomber. Plus tôt, rappelez-vous, je vous ai dit que Timothy souffrait de paranoïa. Donc je sais pas si ça a quelque chose à voir. Alors revenons. Timothy a trouvé son fils Nathan jouant avec la prise électrique. Et il a cru que son fils faisait ça intentionnellement pour blesser son père. Je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, mais il y est arrivé. Nathan a donc reçu une punition brutale et absolue. Il a dit à Nathan de se mettre au sol et de faire des pompes. Puis quand il avait terminé les pompes, il devait faire des squats et d'autres exercices qu'il était forcé de faire. N'oubliez pas qu'il a 6 ans et il est forcé de faire des exercices d'un camp militaire. Il était complètement épuisé, déshydraté, fatigué. Et à chaque fois que Nathan montrait des signes de ralentissement, Timothy le fouettait en le forçant à continuer. Et ça a duré des heures. Il suppliait son père de le laisser s'arrêter. Mais Timothy ne voulait pas céder. Et à chaque fois qu'il suppliait, il le fouettait à nouveau. L'exercice a continué jusqu'à ce que Nathan s'effondre réellement. Timothy l'a alors ramassé, l'a porté dans sa chambre et l'a mis sur son lit. Et ce n'est que 4 heures plus tard que quand il est retourné le voir, qu'il a constaté que son fils était décédé. Vous pouvez imaginer à quel point ça a dû être douloureux. C'est vraiment l'un des pires actes de cruauté envers les enfants que je pense avoir jamais entendu. Et c'est pas tout. Quand Timothy trouve Nathan dans sa chambre, il commence à paniquer. Il sait qu'il y a un problème sérieux et qu'il est susceptible d'être poursuivi. Il a commencé à penser ce qui allait arriver à ses enfants s'il était envoyé en prison. Qui allait donc les recueillir? La réponse était évidente, c'est Amber, leur mère. Et Timothy ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle ait la garde de leurs enfants. Il ne pouvait même pas l'imaginer. Et c'est à ce moment que Timothy Jr. est arrivé à la terrible conclusion que la seule façon de le faire était de tuer les 4 autres enfants. Et tout au long de la soirée, Timothy a fait le tour de ces 4 enfants et les a étranglés à mort. Les 2 enfants plus âgés, Mera et Elias, âgés de 8 et 7 ans, ont été étranglés avec ses propres mains. Mais pour les 2 plus jeunes, Gabriel et Hélène, âgés de 2 et 1 an, il les a étranglés avec une ceinture parce que ses mains étaient trop grosses pour leurs petits coups. Il ne s'est pas contenté de les étrangler dans des pièces séparées. Non, les enfants étaient en fait conscients de ce qui se passait enfermés dans la caravane. Et une fois que Timothy avait commis ces meurtres absolument horribles, il n'avait qu'une chose en tête, et c'était lui. Il n'a montré absolument aucun remords pour ses crimes. La seule chose à laquelle il pensait était de dissimuler les meurtres pour qu'il puisse s'en sortir. Alors tout d'abord, il a envoyé un message à sa babysitter disant que lui et les enfants allaient être hors de l'état pendant les prochains jours. Il a mis les corps des 5 enfants dans des sacs en plastique, les a mis dans sa voiture et les a conduits hors de l'état vers l'Alabama. Il a donc fait des recherches sur Google pour connaître le nom des pays qui n'ont pas de loi d'extradition. Mais on a également pu retrouver dans son historique qu'il y avait également comment se débarrasser d'un corps. Alors Timothy conduit, mais sans but précis à ce stade. Avec les 5 enfants à l'arrière de la voiture, il conduit pendant des jours, en essayant de savoir quoi faire, et finalement il arrive à un plan. Et il l'écrit sur un bout de papier. Jour 1, brûler les corps. Jour 2, poncer les os. Jour 3, les dissoudre et les jeter. Et il a alors commencé le processus de démembrement de ses enfants avec Nathan. Et après avoir essayé, il a réalisé qu'il ne pouvait tout simplement pas le faire. Il a donc abandonné son plan. Timothy a abandonné les 5 enfants dans des sacs en plastique dans une zone boisée. Et les forces de l'ordre étaient bientôt sur le point de le rattraper. Nous arrivons maintenant au 6 septembre 2014. Timothy est en fuite depuis 8 jours maintenant. On ne sait pas exactement le jour exact où Timothy s'est débarrassé des corps. Plusieurs personnes avaient signalé Timothy et les enfants disparus, y compris les membres de la famille, la babysitter et également Amber. Alors un avis de recherche a été lancé et finalement Timothy a été arrêté par 2 policiers parce qu'ils soupçonnaient qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool. Et d'ailleurs, il était complètement ivre. Et quand ces policiers ont passé ses coordonnées à travers le système, ils ont découvert qu'il était recherché en Caroline du Sud pour un problème de protection de l'enfance. Les policiers ont donc fouillé la voiture, il n'y avait manifestement pas d'enfant, mais ils ont signalé qu'ils sentaient une odeur de mort. Ils ont également trouvé du sang dans la voiture et des asticots. Il y avait aussi de l'eau de javel et des vêtements pour enfants à l'arrière. Et donc Timothy a été immédiatement arrêté. Au poste de police, Timothy avoue assez rapidement, ce qui m'a surpris d'ailleurs, mais il a essayé de s'en sortir, en expliquant lors de son interrogatoire comment il a trouvé Nathan mort dans sa chambre. Il a également dit qu'il avait alors pris la décision de tuer tous ses enfants. Il a même dit qu'il avait entendu des voix lui dire de tuer ses enfants, qu'il conspirait contre lui, et c'est pourquoi il les avait tués. Il voulait aussi qu'il soit très clair que ces meurtres n'étaient pas prémédités. Après ses confessions, il a donné l'endroit où il avait abandonné ses enfants. Ils ont donc été retrouvés dans des sacs en plastique se décomposant juste sur le côté d'une route. Et c'est seulement 5 ans plus tard, en avril 2019,
que Timothy sera finalement jugé, mais Timothy appelait des noms coupables en raison de folie. Il disait qu'il souffrait de schizophrénie non diagnostiquée et qu'il était incapable de distinguer le bien du mal au moment des meurtres. Cependant, au procès, un psychiatre est arrivé à la conclusion qu'il était totalement conscient et qu'il ne souffrait en aucun cas de schizophrénie. Il savait très bien que ce qu'il faisait était mal, puisqu'il a été capable d'effectuer ses recherches sur Google pour dissimuler ses meurtres, et par les actions qu'il a prises après, montre qu'il savait que c'était mal. Finalement, le jury, après 6 heures de délibération, a déclaré Timothy Jr. coupable de 5 meurtres, et le 13 juin 2019, Timothy Jr. a été condamné à mort à la suite du procès. Après les échecs des services sociaux, ils ont fait l'objet d'une enquête, qui s'est très vite terminée avec une déclaration indiquant que les employés de Caroline du Sud n'étaient pas qualifiés, que leur charge de travail était excessive et que le système global était inadéquat. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de ce récit. J'ai hâte d'avoir vos retours dans la barre de commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à lâcher, comme d'habitude, un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Et je vous rappelle que toutes les vidéos sont également disponibles en podcast sur toutes vos plateformes de streaming audio. Les liens sont dans la description juste en dessous. On se revoit donc vendredi prochain à 18 h. Ciao.